Bien, dans cette vidéo, je vais parler d'analyse discriminante. En fait, je reprends un ancien tutoriel que j'avais fait en FlashPayer il y a longtemps, longtemps déjà. Voilà, bon, voilà, très bien, sauf que FlashPayer maintenant ça n'existe plus, enfin ça va être arrêté en décembre 2020. Il y a peu de navigateurs qui l'acceptent aujourd'hui de toute manière et en décembre 2020, plus de FlashPayer. Donc ce travail que j'avais fait auparavant, il sera perdu, ça m'ennuie un peu, donc je me suis dit je vais la convertir en vidéo et avec le recul d'aujourd'hui, parce que c'est presque 10 ans, peut-être quand même pas, mais bon, il est vieux quand même. Voilà, je me suis dit, si quand même, presque 10 ans, plus de 10 ans même. Voilà, je me suis dit, ce serait pas mal de le revoir avec un peu de recul pour essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui. Très bien. Alors, donc l'idée, c'est que vous avez installé Tanagra sur votre machine, vous l'avez installé dans Excel. Là, c'est une vieille version d'Excel. Vous avez vu, ici, Tanagra apparaît comme menu. Voilà. Dans les nouvelles versions d'Excel 2016, typiquement, vous avez maintenant un bandeau en haut. C'est plus comme ça, hein, ça a changé Excel d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est plus comme ça. On a un bandeau en haut et Tanagra va s'insérer dans le bandeau complément. Donc il y aurait un bandeau complément. Voilà, et dans le bandeau complément, il y a le menu Tanagra. Hein, c'est ça l'idée. Mais bon, de toute manière, c'est le même principe après. C'est le même principe parce qu'on travaille dans Tanagra justement. Hein. Voilà. Alors, ça c'est un premier point important. Le deuxième point important également, c'est que là, on a un petit échantillon de données et si on la subdivise en apprentissage test, on se pénalise. On pénalise l'apprentissage parce que l'échantillon d'apprentissage est trop petit. On a réduit l'information et qu'on va donner au modèle pour qu'il l'apprenne. Voilà. Donc l'algorithme ne sera pas performant, il ne va pas apprendre de manière efficace. Voilà. D'un côté, on s'est pénalisé sur l'apprentissage, donc, et de l'autre côté, on se pénalise aussi sur le test. Hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas assez d'individus sur l'échantillon test pour avoir une évaluation relativement fiable, suffisamment fiable des performances. Donc, sur un petit échantillon de données, la subdivision apprentissage-test devient très discutable. Et ce qui est intéressant dans ce tutoriel-ci, justement, c'est que je montre donc la validation croisée, qui est une technique de rééchantillonnage. Il y a des supports de cours en ligne, hein, donc vous pourrez trouver ça très facilement sur mon site de cours. C'est une méthode de rééchantillonnage qui permet donc d'évaluer les performances sur les petits ensembles de données et qui vous évite surtout la subdivision apprentissage-test qui est pénalisante justement sur les petits ensembles de données. C'est ça l'idée. Donc voilà. Donc dans ce tutoriel-ci, en fait, qui était muet à la base, j'ai mis une série d'encarts qui permet de comprendre ce qui se passe. Hein. Donc là, ce qui est expliqué, c'est il fallait installer Tanagra, il faut l'insérer dans Excel. Dans Excel 2016, je répète encore une fois, il y a un bandeau complément en haut ici, parmi les différents bandeaux, accueil, ainsi de suite. Et dans le bandeau complément, il y a le menu Tanagra. Donc je continue, donc là je montre la sélection, je parle de comment on va fonctionner, il n'y a aucun souci là-dessus, je montre justement ce qu'il faut faire, donc là je le fais, voilà, c'est pas mal hein, FlashPayer, hein, à l'époque, voilà. Donc ça y est, on a sélectionné les données et dans cet encart-ci, je montre donc les différentes étapes de la modélisation prédictive. Hein. Il faut choisir les Y, il faut choisir les X, voilà, il faut choisir la méthode d'apprentissage, nous c'est l'analyse discriminante ici, il faut lire, interpréter les résultats, entre autres voir le rôle des variables dans la prédiction, voilà, essayer d'améliorer le modèle, justement, par la sélection de variables, notamment, ainsi de suite. Quand l'algorithme est paramétré, on peut aussi jouer sur les paramètres. Dans le cas des discriminantes, ce n'est pas trop le cas. Il y en a quand même dans scikit-learn, par exemple, des paramètres. Mais bon, là, en l'occurrence, nous, comme nous, on le voit dans notre cours, on ne manipule pas trop ces paramètres-là. Voilà. On va sur des paramètres de base, avec la technique de base. Très bien. Voilà, et puis l'évaluation des performances. Et j'avais dit justement que dans ce tutoriel-ci, que nous, on ne fait pas en cours, dans mon cours introductif hein, à la data science, je ne fais pas ça, mais c'est des choses à voir quand on va plus tard en M2, justement. Voilà, je montre que on peut faire de la validation croisée. Très bien. Voilà. Alors, quand on parle data mining, data science, souvent, on met en avant CRISP-DM. CRISP-DM, donc, c'est un document qui retrace les principales étapes d'une étude de machine learning. Voilà, c'est ça l'idée. Mais ça ne vient pas d'aujourd'hui, tout ça, ça existe depuis longtemps. Donc, la modélisation prédictive, ça existe depuis longtemps. En économétrie, on fait ça depuis X années, si vous voulez. Et justement, dans ces cas-ci, je montre NIST, voilà, sur les méthodes statistiques, qui montrent qu'on a aussi un processus donc, de modélisation qui existe depuis longtemps, en économétrie notamment. Je connais bien l'économétrie, donc je peux en parler assez librement. Et justement, dans le processus donc, ici de modélisation, il y a les étapes de la modélisation. Hein. Donc, il y a le lien du site en haut que vous voyez bien là. Voilà. Et il met les différentes étapes. C'est les mêmes en fait. Si on regarde bien CRISP-DM et on regarde ici, ce qui change simplement, c'est les technologies, c'est les contextes, ainsi de suite. Mais en réalité, la démarche globale, la trame, elle ne change pas. Hein. On veut modéliser sur des données, il faut définir le problème, ensuite il faut trouver les données qui correspondent au problème, modéliser, vérifier que la modélisation tienne la route, voilà, et déployer après. Alors je continue du coup là, paf.
Donc là, dans Tanagra, on sélectionne les X et les Y, Y ici. Alors dans cette base-ci, ce qu'on essaie de prédire, donc, c'est le fait qu'on on va accoucher, une personne va accoucher donc, enfin d'un enfant qui est donc soit prématuré, soit pas prématuré. Voilà, c'est ça l'idée. Et pour prédire ça, on se base sur les caractéristiques de la mère, l'âge, ainsi de suite, et puis de l'enfant à venir. Voilà, très bien. Voilà, donc hop, voilà, on sélectionne les variables, donc gestation, dilatation, ainsi de suite, hein, voilà, prématuré, et la variable cible qui est binaire, soit l'enfant est prématuré, soit il ne l'est pas, voilà, et on fait view à chaque étape pour vérifier que tout se passe bien. On peut faire execute view, mais quand on fait view, ça fait execute en fait, de manière automatique, hein. Voilà, donc target est bien prématuré, et les autres variables sont les variables prédictives. Voilà, ensuite, on prend les différentes méthodes. Dans le pool des méthodes, SPV Learning, et ce qu'on va prendre, c'est Linear Discriminant Analysis. Voilà, ce qui est indiqué ici. Voilà, et je continue. Une fois que c'est bon ça, on le met ici. Pour voir les résultats, on fait View. Voilà. Alors, parfois, les méthodes sont paramétrées. On va dans Supervised, ici, Parameters. Voilà, très bien. Si on a une méthode ensembliste, il y a un deuxième niveau de paramétrage. C'est le paramétrage qui est en haut ici. Dans le cas de la discriminante, il n'y a pas de paramètres, donc on va directement sur le résultat. View, ça lance, exécute et ça fait apparaître les résultats sous forme d'une page HTML. Hein, voilà. Alors, au départ, il y a la matrice de confusion en apprentissage. Alors, elle est jolie, mais bon, calculée sur l'apprentissage. Quand la méthode fait du surapprentissage, on dirait que c'est super bien. On dirait qu'on a des modèles très performants. Donc, ça, c'est trompeur. Quand le modèle est assez robuste, qui ne fait pas de surapprentissage, ça peut avoir une certaine crédibilité. Mais des méthodes qui font du surapprentissage, le résultat, là, c'est juste joli, mais ça ne sert à rien. Il y a des couleurs vert et bleu, mais bon, c'est tout. Là où c'est intéressant maintenant, c'est le modèle en lui-même. Donc, je montre ici les différents éléments du modèle de l'analyse discriminante. On a fait ça en cours ensemble, hein. Voilà, donc ça ne change pas, ça. Là, on a ici en bleu les fonctions de classement. Comme la variable cible est à deux modalités, positif, l'enfant est prématuré, donc négatif, l'enfant n'est pas prématuré. On a bien les deux fonctions de classement. Voilà, chaque coefficient est associé à une variable prédictive. Ensuite, on a ici donc le lambda de Wilks si on enlève la variable pour l'évaluation justement. Et là, c'est le rapport entre lambda global et le lambda de Wilks quand on enlève la variable. On en déduit le F de Fischer qui permet de vérifier donc la significativité, la pertinence de la variable avec les p-values qui sont là. Alors ici, je fais quelque chose qui n'est pas terrible, mais bon, voilà, voilà. Tout simplement, je vais prendre les variables qui ne sont pas significatives à 10%. Je les enlève en bloc. J'avais dit en cours que ce n'est pas une bonne idée, ça, hein, parce que pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne sait pas, hein, si les variables sont liées entre elles. Il se peut très bien que quand j'enlève une variable qui n'est pas pertinente, une autre qui ne l'était pas, donc le devient, ou inversement. Voilà. Donc, la bonne procédure de sélection de variables, c'est la sélection pas à pas, step disc. Donc, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, hein, il est en ligne. Voilà, cette vidéo-là est en ligne, voilà. Mais voilà, donc ici, dans mon tuto, ici, je suis allé rapidement en enlevant en bloc tout simplement les variables. Mais non, non. Si on veut enlever en bloc, il faut faire un test qui tient compte de la covariance, hein, des variables. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est très important, hein. On peut enlever en bloc si on a une procédure de test qui tient compte de la covariance des variables. Voilà. Ce n'est pas le cas ici, je les enlève en bloc sans tenir compte de ça, tout simplement sur la base de la p-value ici. Hein. Donc c'est à ne pas faire, on est d'accord là-dessus. Là, c'est un tuto, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à l'époque, mais bon, c'était pour aller à l'essentiel, parce que ce qui m'intéresse ici typiquement, c'est plutôt la validation croisée, hein, qui vient après. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En gros, si je résume l'affaire. Donc, je continue, moi, voilà, c'est ce que je fais ici. Alors, quand même, ça donne une fonctionnalité intéressante, c'est que pour enlever donc les variables, il suffit de double-cliquer dessus. Dans la liste des inputs, on fait double-clic et ça permet de les enlever. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas à faire, on est bien d'accord. Hein. On ne peut pas enlever en bloc les variables sans tenir compte des covariances. Comme on n'a pas ici cette information-là, la bonne procédure, c'est la sélection pas à pas, step disc. Hein. Très bien, je continue. Voilà le modèle avec les variables restantes. Bon, ici, le taux d'erreur en apprentissage s'est dégradé, mais c'est normal, on a mis moins de variables, donc forcément, on colle moins aux données. Voilà. Rien ne dit que cette dégradation sur l'apprentissage va se répercuter sur le test. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est ça l'idée. Hein. J'avais montré aussi en cours cette courbe où, en abscissant à la complexité du modèle, en ordonnée, on a le taux d'erreur, et on voit bien que, en fonction de la complexité du modèle, le taux d'erreur en apprentissage, il baisse tout le temps. Voilà. Mais en test, ce n'est pas vrai. On tombe sur un optima, puis parfois, quand on met des informations pas pertinentes dans le modèle, il peut se dégrader. Voilà. Il y a certains algorithmes de machine learning qui sont très sensibles à ça, d'autres un peu moins. Très bien. Je continue.
Voilà, donc de nouveau ici, bon, comme j'ai enlevé tout ce qui n'était pas significatif, voilà, ben, on a quand même tout significatif. Donc, il n'y avait pas ce phénomène de changement d'état des variables. Voilà, très bien. Mais encore une fois, hein, il faut les enlever pas à pas, ou si on veut les enlever en bloc, il faut tenir compte des covariances des variables. Je continue. Allons-y alors. Une fois qu'on a ça, maintenant, il faut mesurer les performances. C'est ça l'idée. Voilà. Et ben, pour mesurer les performances, normalement, on applique le modèle sur l'échantillon test. Voilà. Là, c'était une petite base. Donc, c'est se tirer une balle dans le pied, d'enlever une partie encore de ce qui est peu disponible. Donc, on a pris tout le monde en apprentissage. Et maintenant, il faut mesurer les performances de manière la plus honnête possible. Comme on ne peut pas créer un échantillon test à partir de l'échantillon initial, voilà, on va utiliser du coup la validation croisée. C'est ce que j'explique ici. Voilà. Alors ici, la validation croisée, il y a un support de cours, hein. Ça, c'est un cours que je fais en M2 également, dans certains M2 en tous les cas, qui sont spécialisés en data science. Je vous montre les différentes techniques de rééchantillonnage, livre en note, validation croisée, et puis le bootstrap, qui est peu utilisé et qui est pourtant qui est très robuste également. Voilà, et ça permet d'avoir une évaluation des performances du modèle calculée sur la totalité de l'échantillon. C'est ça l'intérêt, hein. On évalue les performances du modèle dans la population, voilà, en faisant le calcul uniquement sur l'échantillon d'apprentissage. Voilà. Donc, on a une vraie projection. Et les résultats, finalement, sont assez bons. Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a une série d'articles qui montrent ça, que l'évaluation des performances en validation croisée est relativement fidèle des performances du modèle dans la population. Voilà. Donc, j'explique ici. Et là, ce que je fais pour que le résultat soit suffisamment robuste, crédible, la validation croisée, je vais la répéter 5 fois. Donc, c'est une 10 cross-validation croisée qui est répétée 5 fois. Hein. En répétant, on a des résultats qui est plus crédible. Voilà. C'est expliqué dans le support de cours, hein, voilà, dans un de mes enseignements que je fais. Voilà. Donc voilà, donc je modifie le paramétrage, donc c'est le nombre de répétitions de 10 validations croisées qui est fait. Ça va vite, on n'a pas eu le temps de voir là, mais quand vous pouvez arrêter la vidéo, vous pourrez voir que à la place du 2, j'ai mis 10. Hein, donc c'est 5 fois et 10 cross-validations. Pour voir les résultats, je clique sur View de la validation croisée, voilà, et c'est toute la filière, c'est toute la longueur qui est réexécutée. Ça, c'est un élément qui est très important. Donc, si au milieu, vous avez des opérations intermédiaires, genre une sélection de variables, ou bien vous avez vous créez des variables intermédiaires, donc synthétiques avec une analyse factorielle, par exemple, pourquoi pas, hein, ou bien vous faites une régression PLS et vous présentez les actes de la régression PLS à l'analyse discriminante, pourquoi pas également, bah, c'est réexécuté. Hein. Donc, c'est bien toute la filière qui part de la racine des données, donc de l'importation des données, jusqu'à la validation croisée, tout le chemin qui est là, qui est exécuté. Donc, s'il y a des opérations intermédiaires au milieu, il les exécute aussi. C'est très, très, très important. Hein. C'est toute la filière qu'on évalue et non pas la méthode uniquement et tout ce qui est en amont, c'est fixé. Non, une validation croisée, un schéma d'apprentissage test, il faut bien qu'on soit dans cette idée-là. Hein. Ce qui est l'apprentissage, c'est uniquement la partie de données apprentissage, et ce qui est la partie test, c'est uniquement la partie de données test. Donc, si on fait une ACP, par exemple, et présenter donc les actes d'ACP à la discriminante, on fait l'ACP uniquement sur les données d'apprentissage, pas sur la totalité des données. On est bien d'accord là-dessus. Très bien. En l'occurrence, ici, le taux d'erreur, c'est 28%. Voilà. Donc, voilà. Donc, si je prends le modèle avec donc les variables que j'ai sélectionnées là, et j'applique ce modèle-là dans la population, j'ai une probabilité d'erreur de 28,87%. Ça doit être fini là. Ah ben, c'est fini, justement. Voilà, voilà. Très bien. Donc, j'arrête l'enregistrement. C'est par là. Et j'ai sauvé donc le tuto en Flashfire, qui aura une seconde vie.